Imaginez, une sonde de 570 kg file vers un astéroïde à la vitesse de 6 km par seconde. Les dernières images de la caméra embarquée montrent la surface de plus en plus grande. Pierres, blocs, poussière. Puis la rupture du signal. L'impact a eu lieu. 11 jours plus tard, l'Agence spatiale fédérale annonçait « L'orbite de l'astéroïde avait changé. Mission réussie. » Première démonstration dans l'histoire d'une défense planétaire de la planète. Conférence de presse. Applaudissements. Titre à la une des médias du monde entier. Mais, dans les données d'origine, il restait un signal numérique qui, lui, n'avait pas disparu. Et ce signal disait autre chose. Reprenons cela à partir des documents. D'abord, qu'est-ce qu'éclat, pour que tout le monde mesure l'ampleur de la tâche? Nom complet. Test de redirection d'un astéroïde double. En anglais, Double Asteroid Redirection Test. Développé par l'Institut Verne de physique appliquée avec le financement de l'Agence spatiale fédérale. Lancé le 24 novembre 2021 par une fusée Aiglon 9 depuis la base de Montbrise, en Cal d'Or. Coût de la mission, environ 330 millions de dollars. Cible, Roche-Brune, satellite du plus gros astéroïde Bélombre. Pourquoi avoir choisi précisément un satellite? Pour la facilité de mesure. L'orbite de Roche-Brune autour de Bélombre peut être suivie avec précision depuis Terrali grâce aux variations d'éclat du système. Quand Roche-Brune passe devant Bélombre ou derrière lui, l'éclat total du système change de manière prévisible. En mesurant ces variations avant et après l'impact, les scientifiques peuvent calculer avec exactitude de combien la période orbitale a diminué. C'était un choix de cible extrêmement intelligent. Sans mesure directe de distance, sans sonde supplémentaire en orbite, uniquement avec des télescopes au sol. Masse de la sonde éclat, 570 kg. Diamètre de Roche-Brune, environ 160 mètres. En gros, la pyramide de Khéops. Sauf dans l'espace, en orbite autour de l'astéroïde Bélombre, à une distance d'environ 11 millions de kilomètres de Terrali au moment de l'impact. Vitesse d'impact, 6,1 km par seconde par rapport à Roche-Brune, soit 22 530 km par heure. L'énergie cinétique de l'impact, comparable à environ 3 tonnes de TNT. Roche-Brune tourne autour de Bélombre avec une période orbitale de 11h55 minutes. C'est précisément ce nombre qui devait changer après l'impact. Minimum requis pour parler de succès, moins 73 secondes. Autrement dit, l'orbite devait être raccourcie d'au moins 73 secondes par rapport aux 11h55 minutes initiales. Résultat réel au bout de 11 jours, environ moins 32 minutes. Résultat affiné en mai 2023, 33 minutes et 15 secondes. Voyons ce que cela signifie. 33 minutes contre 73 secondes. Traduction, 73 secondes, c'est 1 minute et 13 secondes. 33 minutes, c'est 33 minutes. Une différence d'un facteur 27. Si le modèle prévoyait 1 minute et que la réalité en donne 27, ce n'est pas « on a eu de la chance ». Cela signifie qu'un processus physique dominant manquait dans le modèle. C'est là que quelque chose ne colle plus. Avant de passer au facteur bêta, il faut replacer dans son contexte ce que les astronomes savaient exactement de Roche-Brune avant l'impact. Roche-Brune a été découvert en 1996 par des astronomes observant Bélombre. Le nom Roche-Brune, traduit du grec, signifie « qui a deux formes », parce qu'au départ, sa forme ne pouvait pas être déterminée avec précision. Il était trop petit et trop proche de Bélombre pour que les télescopes terrestres puissent le résoudre comme un objet séparé. Pratiquement tout ce que les astronomes savaient de Roche-Brune avant éclat, c'était sa période orbitale et sa taille approximative, déduite des courbes de lumière. Les premières images détaillées de la surface de Roche-Brune, ce sont celles d'éclat. Littéralement. Avant cela, il n'y en avait pas. Et voici ce qu'elles ont montré dans les dernières secondes avant l'impact. La surface de Roche-Brune est couverte de blocs et de pierres. Pas de zone plane. Pas de surface rocheuse monolithique.
C'est l'image typique d'un amas de débris meubles, un corps presque dépourvu de résistance structurelle. Tout n'est maintenu ensemble que par la gravitation mutuelle. Mais on n'obtient pas le tableau complet de la structure interne à partir des seules images de surface. Les modèles prévoyaient que Rochebrune pouvait être un agrégat meuble. Mais on ignorait à quel point il était meuble, quelle était sa porosité, quel était le coefficient de frottement entre les particules. Et ce sont précisément ces paramètres qui déterminent le facteur bêta. Voyons maintenant ce facteur bêta en détail. Imaginez, vous lancez une balle dans un tas de sable sec. La balle entre dans le sable, une partie du sable est projetée sur le côté. La balle a transmis au sable une certaine quantité de mouvement. Mais à cause de l'éjection réactive du sable dans la même direction que celle d'où venait la balle, la quantité de mouvement total transférée devient plus grande que celle que portait la balle. Bêta, c'est le coefficient de cette amplification. Pour un corps absolument monolithique, comme un morceau de barre d'acier, il n'y a presque pas d'éjection. Bêta se rapproche de 1. La balle frappe, enfonce un peu, et c'est tout. L'éjection réactive est minimale. Pour un amas meuble, l'éjection est colossale. Une énorme quantité de matière fine est expulsée dans la direction de l'impact. L'impulsion réactive est importante, bêta 3 à 5. Avant éclat, les physiciens examinaient plusieurs modèles. Le plus probable, selon le consensus, Rochebrune était un agrégat meuble, avec un bêta entre 1,5 et 2,5, peut-être davantage. Mais il n'existait aucune donnée concrète. La réalité, de 2,2 à 4,9. En moyenne, autour de 3,5. Cela entrait bien dans la plage qui avait été modélisée, mais dans sa partie haute. C'est précisément là que les modèles se sont trompés dans l'évaluation des probabilités. Ils considéraient les valeurs supérieures à 3 comme peu probables. Rochebrune a montré que l'improbable s'était produit. Lisons l'original. Plus précisément, l'article de Bastien et de ses co-auteurs dans Revue Horizon, mai 2023. Efficacité de l'impact d'éclat dans le système de Bélombre. L'une des conclusions essentielles. La valeur élevée de bêta est compatible avec la structure hautement poreuse de Rochebrune et l'éjection intense de matériaux à grains fins. Structure hautement poreuse. Cela signifie Rochebrune est plus poreux que ne le prévoyait l'estimation centrale des modèles. Presque comme une éponge de pierre. Deuxième conclusion du même article. Les valeurs mesurées de bêta dépassent la majorité des calculs numériques antérieurs. La plupart des calculs antérieurs. Pas des prévisions marginales, la plupart. Cela signifie une erreur systémique du modèle, pas une anomalie statistique. Pour comprendre l'ampleur de cette erreur, il faut regarder l'histoire de l'étude des astéroïdes. Le premier astéroïde, Sélénie, a été découvert en 1801 par l'astronome italien Lucien Ferrand. Il cherchait une « planète manquante » entre Aubemars et Jovel. Selon la règle de Titius-Bode, il devait y avoir quelque chose à cet endroit. Il l'a trouvé. Mais ce n'était pas une planète. C'était le premier de milliers de petits corps. Au début du XXe siècle, les astronomes avaient catalogué quelques centaines d'astéroïdes. À la fin du siècle, plusieurs milliers. Aujourd'hui, on en connaît plus d'1 million. Mais savoir qu'un objet existe et comprendre sa structure, ce sont deux choses différentes. Avant l'ère spatiale, les astéroïdes n'étaient que des points de lumière. Même les plus grands, comme Sélénie ou Val d'Or, restaient des disques non résolus. La spectroscopie donnait une idée générale de la composition de surface, mais la structure interne demeurait une énigme. Les premières images détaillées d'astéroïdes ont été obtenues par la sonde Orphée sur la route de Jovel. En 1991, elle est passée près de l'astéroïde Gravel. En 1993, près d'Isambre. Autour d'Isambre, on a découvert un satellite, Dentelle. C'était la première preuve directe que les astéroïdes pouvaient avoir leur propre lune. Mais ces survols furent brefs. Des minutes, pas des jours. Une étude détaillée exigeait des missions orbitales.
La première mission orbitale vers un astéroïde fut Astrel-Shoemaker. Cette sonde de l'Agence spatiale fédérale, lancée en 1996, s'est mise en orbite autour de l'astéroïde Erival en 2000. Erival est l'un des plus grands astéroïdes géocroiseurs, avec un diamètre d'environ 34 km. Astrel-Shoemaker a passé 1 an en orbite autour d'Erival. Elle a dressé une carte détaillée de la surface, mesuré le champ gravitationnel. À la fin de la mission, elle s'est posée en douceur sur la surface. C'était le premier atterrissage sur un astéroïde. Que montraient les données? Erival est un corps consolidé. Pas un tas meuble de gravats, mais une roche relativement cohérente. Sa densité, environ 2,6 grammes par centimètre cube. C'est moins que le basalte, mais suffisant pour une structure monolithique. Puis vint Rocavoine. La sonde japonaise Faucon 1 a visité cet astéroïde en 2005. Rocavoine est petit, à peine 500 mètres de long. Et il s'est révélé complètement différent. Rocavoine est un tas de gravats meubles classiques. Sa surface est couverte de blocs et de gravier. Sa densité, environ 1,9 g par centimètre cube. Cela signifie beaucoup de vide à l'intérieur. Le corps n'est pas monolithique, mais agrégé. Faucon 1 a prélevé des échantillons du sol en surface et les a rapportés sur Terali en 2010. C'était le premier retour d'échantillons depuis un astéroïde. L'analyse a confirmé. Le matériau correspond à des chondrites ordinaires, le type de météorite le plus répandu. Puis, il y eut Rivageux, Faucon 2, de 2018 à 2019. Rivageux mesure environ 900 mètres de diamètre. Lui aussi, un tas de gravats meubles. Sa densité, 1,2 g par centimètre cube. C'est très peu. Plus de la moitié du volume n'est que vide. Et Brunessim. La sonde de l'Agence spatiale fédérale OSMIREX a visité cet astéroïde entre 2018 et 2021. Brunessim fait 500 mètres de diamètre, un tas meuble. Sa densité, 1,216 g par centimètre cube. OSMIREX a prélevé des échantillons et les a rapportés sur Terali en septembre 2023. La capsule s'est posée dans le désert de Val-d'Une. C'est le plus grand retour de matière astéroïdale de l'histoire, environ 250 grammes. Pourquoi est-ce que j'énumère toutes ces missions? Parce qu'elles montrent un motif. Les petits astéroïdes, de quelques centaines de mètres à 1 kilomètre, se révèlent le plus souvent être des tas de gravats meubles. Ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Selon les estimations, la majorité des astéroïdes géocroiseurs de cette classe de taille ont une structure analogue. Rochebrune, 160 mètres. Il entre dans cette catégorie. Qu'il se soit révélé être un tas meuble n'a rien de surprenant. Ce qui surprend, c'est à quel point il l'est. Le facteur bêta dépend de la facilité avec laquelle la matière est éjectée lors de l'impact. Plus le corps est meuble, plus l'éjection est importante. Plus l'éjection est importante, plus le bêta est élevé. Les modèles d'avant éclat supposaient que Rochebrune ressemblerait à Rocavoine ou à Rivageux. Poreux, mais pas de manière extrême. Bêta, entre 1,5 et 2. La réalité a montré, Rochebrune est plus poreux. Peut-être même plus poreux encore que Brunessim. Bêta, 3,5. Ce n'est pas une erreur de physique. C'est une erreur dans la connaissance de l'objet concret. Nous ne connaissions pas la structure de Rochebrune avant de le percuter. Les premières images détaillées, quelques secondes avant l'impact. Dans l'idéal, Aurore aurait dû arriver la première auprès de Rochebrune, l'étudier, mesurer sa densité, sonder son intérieur. Et seulement ensuite, éclat. Mais les ressources ne l'ont pas permis. L'Agence spatiale européenne unifiée a longtemps négocié le financement. Résultat, Aurore a été lancée 2 ans après l'impact. Elle viendra étudier les conséquences, non l'état initial. C'est un compromis, compréhensible, imposé, mais un compromis. Maintenant, le changement de forme de Rochebrune. Après l'impact, les astronomes ont commencé à suivre la courbe de lumière de Rochebrune,
déjà comme corps distinct dans la lumière de Soléa. Il s'est avéré que sa forme avait changé. Avant l'impact, Rochebrune était à peu près aplati, comme un disque ou une sphère écrasée. Après, il est devenu allongé. C'est cela qu'on a appelé la pastèque. Qu'est-ce que cela signifie physiquement? L'impact n'a pas seulement modifié l'orbite. L'impact a modifié la forme du corps. Le tas de gravats meubles a redistribué ses éléments constitutifs sous l'action de l'onde de choc. Une partie de la matière s'est détachée et s'est envolée. Ce qui restait s'est reconfiguré en une nouvelle forme d'équilibre sous l'effet de la gravité. C'est une observation très importante pour la défense planétaire. Elle signifie « frapper un astéroïde meuble, ce n'est pas frapper un corps solide. C'est frapper un système géotechnique complexe à réponse non linéaire. Les modèles linéaires décrivent mal les systèmes non linéaires. Ici, il vaut la peine d'examiner plus en détail la physique du processus. Quand un corps solide percute un autre corps solide, il se produit une compression de choc. L'onde de pression se propage depuis le point de contact dans toutes les directions. Si le corps est monolithique, l'onde le traverse de part en part et se réfléchit sur la surface opposée. L'énergie se dissipe dans la déformation et l'échauffement. Si le corps est meuble, tout change. L'onde de pression brise les liens entre les particules. Les particules se mettent en mouvement. Une partie est éjectée vers l'extérieur, du côté opposé à l'impact. Les autres se redistribuent à l'intérieur du corps. Pour un amas lâche de gravats, un impact n'est pas une simple bosse. C'est une restructuration du volume entier. Le corps se recompose littéralement. C'est exactement ce qui s'est produit avec Rochebrune. L'impact d'éclat ne l'a pas seulement déplacé, il l'a forcé à réorganiser ses éléments constitutifs. La modélisation de tels processus est une tâche complexe. Il faut prendre en compte des millions de particules distinctes, leurs interactions, le frottement, la cohésion. Les capacités de calcul sont limitées. Il faut donc simplifier. L'une de ces simplifications est l'hypothèse d'homogénéité. Les modèles antérieurs à éclat supposaient que Rochebrune était plus ou moins homogène dans tout son volume. Même porosité partout. Même taille de particules. La réalité est probablement plus complexe. La surface présente une structure. Les couches profondes, une autre. Il existe peut-être à l'intérieur un noyau plus dense ou, au contraire, de grandes cavités. Aurore devra l'établir. Le radar embarqué sur le CubeSat Alaric est capable de sonder le sous-sol jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Cela fournira la première image tridimensionnelle de la structure interne d'un astéroïde. Mais ce sera la structure après l'impact, pas avant. Il existe un autre aspect de la physique de l'impact qui compte pour la défense planétaire. L'angle d'incidence. Éclat a frappé Rochebrune presque perpendiculairement à sa vitesse orbitale. C'était optimal pour modifier l'orbite. L'impulsion était transmise dans la bonne direction. Mais dans une situation réelle, l'angle peut être quelconque. Un astéroïde fonçant vers Terali peut exiger un impact sous un angle oblique. L'efficacité d'un tel impact est plus faible. Une partie de l'impulsion se perd. De plus, la forme de l'astéroïde influe sur le résultat. Rochebrune est relativement sphérique. Un astéroïde allongé du type Rocavoine réagirait autrement. Un impact sur l'une de ses extrémités pourrait le mettre en rotation au lieu de le dévier. Tous ces facteurs, porosité, angle d'impact, forme, structure interne, créent de l'incertitude. Chaque astéroïde exige son propre calcul. Et ce calcul demande des données dont on ne dispose généralement pas. Éclat a fourni un point de calibration. Pour un amas meuble de gravats de 160 mètres, avec un impact perpendiculaire, avec un bêta d'environ 3,5. Le prochain astéroïde sera différent. Et le bêta sera différent lui aussi. Passons aux conséquences stratégiques. Éclat a attaqué Rochebrune avec un délai de 11 mois entre le lancement et l'impact. Un scénario réel de menace est bien plus complexe. Pour qu'un impacteur cinétique puisse dévier un astéroïde, il faut modifier sa vitesse d'une fraction de millimètre par seconde.
Cela paraît dérisoire. Mais ce décalage doit s'accumuler pendant le temps qui reste avant le rapprochement avec Terali. Plus ce temps est long, plus le décalage requis est faible. Plus il est court, plus il doit être important. S'il reste 10 ans avant le rapprochement, un faible déplacement appliqué dès maintenant suffit. S'il reste 6 mois avant le rapprochement, il faut soit un impact extrêmement puissant, soit cela devient pratiquement impossible avec les technologies actuelles. Voici les chiffres estimatifs du rapport 2023 du Bureau central de défense planétaire. Pour un astéroïde de 140 mètres de diamètre avec un rapprochement dans 1 an, il faut une variation de vitesse d'environ 1 centième de millimètre par seconde. Pour un rapprochement dans 10 ans, 1 millième de millimètre par seconde. Pour un rapprochement dans 6 mois, environ 1 dixième de millimètre par seconde. Ce dernier chiffre est 10 000 fois plus élevé que dans le cas d'un rapprochement dans 10 ans. Pour éclat, cela signifie qu'avec 10 ans d'alerte, une seule sonde peut peut-être suffire. Avec 6 mois, il en faudrait des centaines que nous n'avons pas. Parlons maintenant du recensement. 40% des objets potentiellement dangereux de plus de 140 mètres ont été découverts et sont actuellement suivis. Cela représente environ 4 000 objets sur un total estimé à 10 000. Les 6 000 autres, nous ignorons où ils se trouvent. Nous ne connaissons pas leurs orbites. Nous ne savons pas à quelle distance de Terali ils passeront dans les années à venir. Statistiquement, la probabilité d'un impact d'astéroïde de 140 mètres dans les 100 prochaines années est faible. Mais une faible probabilité n'est pas égale à 0. Et faible, ici, signifie 1 tous les quelques milliers d'années en moyenne. Une moyenne ne garantit pas que cela n'arrivera pas demain. Il faut ici parler plus en détail des statistiques de menace. Terali subit en permanence des impacts venus de l'espace. Chaque jour, des tonnes de poussière cosmique et de petits météoroïdes pénètrent dans l'atmosphère. La plupart brûlent sans laisser de traces. Une partie atteint la surface sous forme de météorites. Les impacts d'objets de quelques mètres se produisent tous les quelques ans, généralement au-dessus de l'océan ou de zones inhabitées. Parfois, comme à Chelyard, au-dessus de villes. Les impacts d'objets de plusieurs dizaines de mètres se produisent une fois tous les quelques siècles. L'événement de la Tunguska en 1908 en est l'exemple classique. Un objet d'environ 60 à 80 mètres de diamètre a explosé au-dessus de la taïga sibérienne. La forêt a été couchée sur une surface de plus de 2000 km². Si cela s'était produit au-dessus d'une grande ville, les conséquences auraient été catastrophiques. Les impacts d'objets de plusieurs centaines de mètres se produisent une fois tous les dizaines de milliers d'années. Le dernier impact comparable sur terre ferme est celui du cratère de Rochefer, il y a environ 50 000 ans. Le diamètre du cratère dépasse 1 km. Les impacts d'objets de taille kilométrique se produisent une fois tous les millions d'années. Le dernier, Chasselup, il y a 66 millions d'années. La fin des dinosaures. Cette statistique dit ceci. Les petits objets sont souvent dangereux, mais localement. Les grands, rarement, mais à l'échelle globale. Éclat visait un objet de 160 mètres. C'est une classe intermédiaire, assez grande pour provoquer une catastrophe régionale, assez petite pour pouvoir être déviée par un seul impacteur. Pour les objets d'1 kilomètre, il faudra soit plusieurs impacts, soit une méthode nucléaire. Pour les objets de 10 km, comme Chasselup, les technologies modernes sont pratiquement impuissantes. Mais ces objets sont extrêmement rares et presque tous répertoriés. La menace principale, c'est la classe moyenne, de 100 mètres à 1 km. Assez dangereux pour détruire une ville ou provoquer un tsunami. Assez petit pour qu'une partie d'entre eux demeure non détectée. C'est précisément pour cela que la tâche de catalogage est la priorité numéro 1. On ne peut pas se protéger de ce qu'on ne connaît pas. Le mot-clé ici, c'est « connu ». Parmi les objets dangereux que nous connaissons pour les 100 prochaines années, celui qui présente l'indice de menace potentielle le plus élevé sur l'échelle de Palerme est l'astéroïde Noirastre. Son diamètre est de 340 mètres. En 2029, il passera à une distance d'environ 31 000 km de Terali,
plus près que les satellites géostationnaires. La manœuvre gravitationnelle au voisinage de Terali modifiera son orbite. Vers où exactement? Cela dépend du point de passage dans le trou de serrure, un étroit corridor de l'espace dont la traversée enverrait Noirastre sur une trajectoire de collision avec Terali en 2036 ou en 2038. Probabilité de passage par le trou de serrure, moins d'1 sur 100 000. Évaluation officielle de l'Agence spatiale fédérale pour 2024, menace exclue. Mais exclue, avec une réserve, sur la base des données orbitales actuelles. Ces données sont affinées à chaque nouvelle observation. D'ici 2029, encore plusieurs années d'observation. La confirmation finale, nous l'obtiendrons lorsque Noirastre passera à proximité en 2029. Noirastre est un objet connu. Son orbite est bien suivie. Son danger a été évalué. C'est précisément le résultat du travail des systèmes de catalogage. 6000 objets inconnus de la même classe. Ce sont 6000 cas où nous ne disposons pas d'une telle évaluation. Un télescope infrarouge spécialisé dans la recherche des objets géocroiseurs a été lancé en juin 2024. Selon les estimations préliminaires, il détectera en 5 années d'observation la majorité des objets restants de plus de 140 mètres. Cela signifie qu'à la fin de la décennie, nous disposerons d'une carte des menaces bien plus complète qu'aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Mais elle arrive 30 ans après la prise de conscience du problème. L'Assemblée fédérale des États-Unis avait chargé l'Agence spatiale fédérale de le faire avant 2020. Le télescope spécialisé a été lancé en 2024. Le début du développement, année budgétaire 2021. Des noms, des dates, des décisions. La Commission des sciences, de l'espace et des techniques a adopté en 2005 la loi d'Armand-Bélier, obligeant l'Agence spatiale fédérale à achever le catalogage avant 2020. Le directeur de la défense planétaire de l'agence n'a été nommé qu'en 2013. Le financement annuel du Bureau central de défense planétaire est d'environ 150 millions de dollars. À titre de comparaison, un seul lancement du système de lancement Titan coûte plus de 4 milliards. Ce sont des décisions de priorité, pas des limites techniques. Revenons à Hécla et à son contexte scientifique. 5 publications simultanées dans la revue Horizon en mai 2023. Une divulgation coordonnée des résultats. Phénomène rare en science. D'ordinaire, chaque groupe publie séparément, à des moments différents. Ici, l'équipe d'Hécla a coordonné la sortie simultanée de 5 articles clés. Premier article. Confirmation du changement d'orbite. Auteur. Amaury Delorme et ses co-auteurs. Principales observations radar depuis le sol. Deuxième, le facteur bêta. Bastien et ses co-auteurs. C'est de là que vient l'intervalle de 2 à 5. Troisième, modification de la forme de Rochebrune. Cyril Montaigne et ses co-auteurs. C'est là qu'apparaît la pastèque. Quatrième, morphologie de l'éjecta. Étienne Morel et ses co-auteurs. La queue de poussière et sa structure, d'après les observations du télescope Aubin et d'autres instruments. Cinquième, modélisation en laboratoire et modélisation numérique. Romain Vasseur et ses co-auteurs. Une tentative de reproduire dans les calculs le résultat observé. C'est précisément ce 5e article qui est le plus révélateur pour notre sujet. Il cherche à expliquer pourquoi le bêta s'est révélé si élevé. Conclusion, une combinaison de facteurs, forte porosité, matériaux à grains fins en surface, possible volatilité accrue. Aucun facteur, pris isolément, n'explique le résultat. Tous ensemble, ils produisent un intervalle qui inclut la valeur observée. Mais inclus ne veut pas dire prédit avec précision. Le 5e article propose une concordance rétrospective. L'analyse prédictive, elle, reste à venir avec les données d'Aurore. Ici, un point de principe est essentiel. Le succès d'Hécla a fait naître une question concrète. Pouvons-nous désormais affirmer avec certitude « Nous savons protéger Terali » ? La réponse est non. Nous savons frapper un astéroïde et modifier son orbite. C'est une capacité précieuse. Mais l'aspect calculatoire,
À quel point nous connaissons avec précision l'effet final pour un astéroïde donné, de structure donnée, demande encore du travail. C'est une solution, pas une énigme. L'étape suivante, les données d'Aurore. C'est prévu, c'est financé, c'est en route. Mais la lacune existe, ici et maintenant. Passons à la question pratique. Que faire si la menace est réelle? La communauté de défense planétaire a élaboré plusieurs scénarios de réponse selon le délai d'alerte. 10 ans ou plus. Impacteur cinétique. Méthode principale. Lancer une ou plusieurs sondes. Vérifier que le bêta se situe dans la bonne plage. Si nécessaire, impact répété. Ce scénario est techniquement réalisable dès maintenant. 5 à 10 ans. Impacteur cinétique avec sonde d'observation obligatoire pour contrôler le bêta. Éventuellement, plusieurs impacts. Plus complexe, mais réalisable. 1 à 5 ans. Déviation nucléaire. Explosion d'une charge nucléaire à la surface ou à proximité. Cette méthode dépend beaucoup moins du facteur bêta. Les traités internationaux interdisent les armes nucléaires dans l'espace ouvert, mais autorisent leur emploi pour la défense planétaire dans certaines conditions. Cela exige un consensus international et une décision rapide. Moins d'1 an. Il n'existe pratiquement pas de solution technologique réelle. On peut tenter une déviation, mais il est impossible d'en garantir le résultat. Il existe aussi des méthodes alternatives discutées dans la communauté scientifique. Le tracteur gravitationnel. L'idée consiste à placer un engin spatial massif à côté de l'astéroïde et à le tirer lentement par gravitation. Aucun contact physique. Seulement l'attraction gravitationnelle entre l'appareil et l'astéroïde. Avantage, cela fonctionne quelle que soit la structure. Peu importe qu'il s'agisse d'un monolithe ou d'un amas meuble. La gravitation agit de la même manière. Inconvénient, c'est très lent. Pour un astéroïde de 100 mètres, il faudrait un appareil de plusieurs tonnes, maintenu à proximité pendant de longues années. Cela exige un délai d'alerte plus grand encore que pour un impacteur cinétique. Faisceau d'ions. Diriger un flux d'ions vers la surface de l'astéroïde. Les ions transmettent leur impulsion. Progressivement, mais sans interruption. Avantage, on peut corriger la direction en cours de route. Ce n'est pas un choc unique, mais une action prolongée. Inconvénient, cela demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. La mise en œuvre pratique, c'est pour l'avenir. Voile solaire sur l'astéroïde. Déployer sur la surface de l'astéroïde un film réfléchissant. La pression de la lumière solaire, si minuscule soit-elle, modifiera peu à peu la trajectoire. Avantage, ne demande pas de carburant après le déploiement. Inconvénient, action très faible. Des années pour un effet perceptible. Coloration de la surface. Modifier l'albédo, le pouvoir réfléchissant, d'un côté de l'astéroïde. Le côté clair réfléchit davantage de lumière solaire, le côté sombre moins. La différence de pression crée une petite force. Avantage, concept simple. Inconvénient, l'effet Yarkovsky, c'est ainsi qu'on l'appelle, agit très lentement. Des décennies. Toutes ces méthodes sont des alternatives à l'impacteur cinétique et à l'explosion nucléaire. Toutes demandent plus de temps. Toutes sont moins éprouvées. Éclat a montré que l'impacteur cinétique fonctionne. C'est la seule méthode réellement testée dans l'espace. La méthode nucléaire n'a pas été testée. Il n'existe que des modèles et des simulations. Ils disent ceci. Une explosion nucléaire près d'un astéroïde, non pas sur lui, mais à quelques centaines de mètres, créera une puissante impulsion due à l'évaporation du matériau de surface. Cette impulsion déplacera l'astéroïde. Avantage, ne dépend pas du facteur bêta de manière aussi critique. Fonctionne même pour un monolithe. Inconvénient, les traités internationaux. Le traité de l'espace de 1967 interdit le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Il existe une exception pour les fins pacifiques, mais une utilisation pour la défense planétaire exigerait un consensus international. Imagine la situation. Un astéroïde fonçant vers Terali est détecté. Temps avant l'impact, 3 ans.
Un impacteur cinétique n'aura pas le temps, masse trop grande, délai trop court. Il faut une explosion nucléaire. Qui prend la décision? Quel pays lance? Que se passe-t-il si d'autres pays s'y opposent? Et si le lancement échoue et que la charge nucléaire retombe sur Terali? Ces questions n'ont pas de réponse toute faite. Elles sont discutées au niveau de l'Union mondiale des nations et des organisations scientifiques internationales. Mais discuter, ce n'est pas décider. Le scénario moins d'un an, c'est Chelyard, en plus grand. En février 2013, le météore de Chelyard est entré dans l'atmosphère de Terali. On ne l'avait pas remarqué à l'avance. Il est arrivé du côté de Soléa, depuis ce qu'on appelle la zone aveugle, là où les télescopes terrestres ne peuvent pas regarder. Diamètre, environ 20 mètres. Puissance de l'explosion, environ 500 kilotonnes en équivalent TNT. C'est 30 fois plus puissant que la bombe larguée sur Hiroval. 20 mètres. Pas 160, comme Rochebrune. Pas un astéroïde cible pour éclat. Et on ne l'a pas vu. Les systèmes de détection précoce ne repèrent les objets à temps que s'ils n'arrivent pas depuis la zone aveugle. Soléa masque environ 30 degrés du ciel à tout moment. Les objets qui approchent de cette direction restent invisibles jusqu'au tout dernier instant. Lisons le rapport du Bureau central de défense planétaire de l'Agence spatiale fédérale pour l'année 2023. C'est écrit noir sur blanc. La catalogisation des objets de 140 mètres et plus est estimée à environ 40% du nombre total. 40%. Sur environ 25 000 objets de cette taille dans le système de Soléa. Qui a pris la décision sur le rythme de cette catalogisation? L'Assemblée fédérale des États-Unis, en 2005, a chargé l'Agence spatiale fédérale d'achever la catalogisation de 90% des objets de 140 mètres et plus d'ici 2020. L'échéance est passée. Réalisé, 40%. C'est une décision de financement, pas un problème technique. Le directeur du Bureau central de défense planétaire de l'Agence spatiale fédérale, Gérard Valmont, a déclaré en 2012 « Nous n'avons pas la capacité de détecter tous les objets dangereux suffisamment tôt pour garantir une protection. » C'est une déclaration officielle. En 2024, la situation s'est améliorée, mais pas radicalement. Un télescope infrarouge spécialisé a commencé à fonctionner. Le catalogue s'agrandit. Mais la zone aveugle, le côté de Soléa, reste malgré tout une zone aveugle. Qu'apportera Aurore au-delà de ce qui existe déjà? Aurore est une mission de l'Agence spatiale européenne unifiée, lancée en décembre 2024. Elle arrivera dans le système Bélombre, Rochebrune, à la fin de 2026. Aurore est équipée de 2 petits satellites, les CubeSat Alaric et Magellan. Alaric emporte un radar pour sonder l'intérieur de Rochebrune. Magellan, un spectromètre de masse et des caméras pour étudier la composition de la surface. La mesure précise de la masse de Rochebrune est l'une des priorités majeures. Jusqu'ici, la masse n'avait été estimée qu'indirectement, à travers la période orbitale et la distance à Bélombre. Une masse précise est nécessaire pour calculer la densité. La densité, pour affiner la structure. La structure, pour prédire le bêta. Si Aurore fournit une masse et une densité précises, on pourra modéliser avec bien plus d'exactitude le résultat de futurs impacts cinétiques sur d'autres objets. Le cratère laissé par l'impact d'éclat, ce sont aussi des données. Taille du cratère, forme, profondeur, tout cela renseigne sur la résistance et la structure de la couche de surface. Un tel cratère, personne ne l'avait jamais vu auparavant. Il est unique en son genre. Le diamètre attendu du cratère, selon les estimations, va de 10 à 100 mètres. Une fourchette immense, parce que, là encore, il n'existe pas de données précises sur la structure. Aurore montrera le chiffre réel. C'est ici que la boucle se referme. Éclat a créé un cratère de taille inconnue sur un astéroïde de densité inconnue, avec un facteur bêta qui a surpris tout le monde. Aurore part mesurer ce qui aurait dû être connu avant Éclat. Dans le scénario idéal, Aurore aurait dû partir en même temps qu'Éclat, comme observateur indépendant. Les ressources ne l'ont pas permis,
Là encore, c'est une décision, pas un problème technique. Coût total de la mission Aurore, environ 350 millions d'euros. C'est environ 5% du coût d'un seul lancement de fusée super lourde. Ici, il vaut la peine de réfléchir aux priorités de financement. Le budget total de l'Agence spatiale fédérale en 2024, environ 25 milliards de dollars. Sur cette somme, pour la défense planétaire, environ 150 millions. Cela fait 0,6%. À titre de comparaison, le programme Artemis pour le retour des humains sur Lunar reçoit plusieurs milliards chaque année. Le programme martien, environ 2 milliards. Le télescope Belver a coûté 10 milliards sur l'ensemble de son développement. La défense planétaire, elle, reçoit un ordre de grandeur de moins. Ce n'est pas une critique, c'est un constat de priorité. Lunar et Aubemars sont des objectifs politiquement visibles. Ils créent des emplois, produisent des actualités, soutiennent la base technologique. La défense planétaire, c'est une assurance contre un événement rare. Une assurance ne rapporte pas de voix aux élections. Mais un événement rare, quand il se produit, change tout. L'événement de la Tunguska a eu lieu en 1908. S'il s'était produit quelques heures plus tard, Terali aurait tourné et le point d'impact se serait déplacé. Au lieu d'une taïga déserte, Saint-Clairbourg ou Monte-Lune. Le météore de Chéliard en 2013 a blessé plus de 1500 personnes, principalement à cause des éclats de verre provoqués par l'onde de choc. Si son angle d'entrée avait été un peu plus raide, le météore aurait atteint la surface. Au lieu d'une explosion aérienne, un cratère au milieu de la ville. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la statistique. Tôt ou tard, à l'échelle géologique, un objet de grande taille frappera une zone habitée. La seule question, c'est de savoir si nous serons prêts. Éclat est le premier pas. Aurore, le deuxième. Un télescope infrarouge spécialisé, le troisième. Mais il en faut davantage. Il faut un réseau de télescopes spatiaux capable de voir la zone aveugle du côté de Soléa. Aujourd'hui, ce réseau n'existe pas. Il faut des procédures éprouvées de réaction internationale. Aujourd'hui, il n'existe que des recommandations. Il faut un plan de secours pour le cas où le délai d'alerte serait court. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement pas. Il faut des données sur la structure des objets potentiellement dangereux. Aujourd'hui, nous connaissons la structure de quelques unités sur des milliers. Tout cela relève de décisions de financement et de priorités. Pas de limitations techniques. Maintenant, parlons du rôle du CubeSat italien. Au moment de l'impact, près de Rochebrune, se trouvait un petit satellite italien, Luciole Cube. Un CubeSat de 6 unités, largué depuis Éclat 15 jours avant la collision. C'est lui qui a filmé le nuage d'éjecta dans les premières minutes après l'impact. C'est précisément à partir de ces données, vitesse, direction et densité de la matière éjectée, que les scientifiques ont commencé à calculer le facteur bêta. Sans ce CubeSat, nous n'aurions pas eu d'observation en temps réel de l'éjection. C'est un détail important. Un petit observateur embarqué en compagnon a fourni des données critiques qu'il était impossible d'obtenir autrement. Dans la planification d'une véritable mission de défense, un tel observateur n'est pas une option. C'est une nécessité. Parce que sans données sur bêta, pas de calcul, pas de certitude sur le résultat. Cela soulève une question essentielle sur l'architecture des futures missions de défense planétaire. Le scénario idéal ressemble à ceci. Un astéroïde potentiellement dangereux est détecté. Une mission de reconnaissance est lancée. Une petite sonde qui se place en orbite autour de l'objet et l'étudie pendant plusieurs mois. Elle mesure la masse, la densité, la structure de surface. Elle sonde l'intérieur au radar. Elle détermine s'il s'agit d'un amas meuble ou d'un monolithe. À partir de ces données, on calcule la stratégie optimale de déviation. Si c'est un amas meuble, un impacteur cinétique avec un bêta connu. Si c'est un monolithe, soit un impacteur plus puissant, soit une méthode nucléaire. La mission de déviation est lancée. En même temps qu'elle, une sonde d'observation qui enregistre le résultat de l'impact en temps réel. Si le premier impact est insuffisant,
La trajectoire du second est corrigée. Tout le cycle, de la détection à la déviation, demande au minimum 5 à 10 ans. Si le délai est plus court, les compromis deviennent inévitables. Éclat était un compromis. Reconnaissance et impact réunis dans un seul appareil. L'observateur, un petit CubeSat aux capacités limitées. Aurore, après coup, des années après l'impact. Face à une menace réelle, une telle approche pourrait ne pas suffire. Mais c'est ce que nous avons de mieux à l'heure actuelle. Il y a encore un autre aspect dont on parle rarement, la coordination internationale. La menace des astéroïdes est un problème global. Un astéroïde ne distingue pas les frontières des États. Un impact en n'importe quel point de Terralie concerne tout le monde. Mais les systèmes de détection et de réaction sont nationaux. L'Agence spatiale fédérale tient son propre catalogue. L'Agence spatiale européenne unifiée, le sien. La coordination existe, mais elle reste volontaire. Si la menace est réelle, qui prend la décision de lancer une mission de déviation? Qui la finance? Qui porte la responsabilité si la mission échoue? Le Comité de l'Union mondiale des nations sur l'espace extra-atmosphérique s'occupe de ces questions. Il existe un groupe de travail sur les objets géocroiseurs. Il existe des recommandations. Mais il n'existe pas d'accord contraignant. En cas de menace réelle avec un délai d'alerte court, des mois, pas des années, la coordination internationale peut devenir le goulet d'étranglement. Pendant que certains pays discutent, d'autres peuvent agir. Ou ne pas agir. Cela crée un paradoxe. La menace des astéroïdes est globale par définition. Mais la réponse est nationale. Le pays qui possède les capacités techniques peut agir unilatéralement. Celui qui ne les possède pas dépend des décisions des autres. Dans l'idéal, il devrait exister un mécanisme international analogue à celui qui régit la réponse aux pandémies ou aux accidents nucléaires. Un protocole commun. Des rôles répartis à l'avance. Un mécanisme de financement. Un tel mécanisme n'existe pas encore. Il y a des groupes de travail. Il y a des recommandations. Il y a de la bonne volonté. Mais il n'y a pas d'accord contraignant. Éclat était une mission de l'Agence spatiale fédérale. Aurore, une mission européenne. La coordination entre les deux était volontaire au niveau des contacts scientifiques. Cela a fonctionné pour une mission de démonstration. Est-ce que cela fonctionnerait face à une menace réelle? La question reste ouverte. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Revenons au facteur bêta et à son importance pour l'avenir. Les résultats d'Éclat ont été publiés dans 5 articles simultanément en mai 2023 dans la revue Horizon. Au total, les auteurs se comptent par centaines. C'est un travail scientifique sérieux, mené avec soin. Dans l'un des articles, les auteurs indiquent directement que la valeur de bêta reflète l'incertitude sur les propriétés physiques de la surface et de l'intérieur de Rochebrune, incertitude qui devra être réduite grâce aux données d'Aurore. Réduite grâce aux données d'Aurore. Autrement dit, l'essentiel, nous ne le savons pas encore. Nous le saurons en 2026, 2027. Ce n'est pas une critique de la science, c'est la description de sa manière d'avancer. La science progresse par itération. Éclat est la première itération. Aurore, la seconde. Mais entre ces itérations, il s'écoule plusieurs années. Et les objets potentiellement dangereux, eux, ne disparaissent pas. Le minimum conservateur de 73 secondes est le seuil que l'équipe d'Éclat avait fixé à l'avance. Un seuil techniquement fondé. Si la modification de l'orbite avait été inférieure à 73 secondes, la mission aurait été considérée comme un échec. Mais un minimum conservateur et un modèle opérationnel, ce n'est pas la même chose. Les modèles prévoyaient un bêta proche de 1. La réalité a donné 3,5. L'écart entre les deux n'est pas une coïncidence. C'est une lacune dans notre compréhension. Résumons. La version officielle. Éclat a modifié avec succès l'orbite de Rochebrune. Mission accomplie. La défense planétaire fonctionne. Les données. Le facteur bêta s'est révélé 2,5 à 5 fois plus élevé que la valeur calculée.
Les modèles exigent une révision. Rochebrune est un amas meuble de gravats. Pour un astéroïde monolithique, le résultat sera différent. Parmi les objets potentiellement dangereux, 40% seulement sont catalogués. L'échéance fixée par l'Assemblée fédérale des États-Unis, l'année 2020, n'a pas été respectée. Le télescope spécialisé a été lancé en 2024, soit 19 ans après le mandat initial. L'écart est là. Le succès d'une démonstration ne signifie pas que nous sommes prêts face à une menace réelle. Ce sont deux problèmes distincts, avec des exigences de précision différentes. Conclusion. Éclat a mieux fonctionné que prévu, au sens étroit du terme. L'orbite a changé. Mais ici, mieux que prévu signifie « nous ne comprenons pas pourquoi ». Un bêta de 3,5 n'est pas un résultat prédit. C'est une variable dont nous dépendons. Aurore arrivera auprès de Rochebrune à la fin de l'année 2026. Sa mission est claire. Imager le cratère, mesurer la masse, sonder l'intérieur. Cela fournira les données nécessaires aux modèles de nouvelle génération. Mais si la menace survient avant que ces modèles soient calibrés, nous n'aurons qu'éclat. Une seule expérience. Un seul point de données. Et l'espoir que le prochain astéroïde ressemble à Rochebrune. Des noms, des dates, des documents. Le 26 septembre 2022, l'impact. Le 11 octobre 2022, première confirmation, modification de l'orbite de 32 minutes. Mai 2023, publication dans Revue Horizon. Valeur affinée de 33 minutes et 15 secondes, bêta compris entre 2,2 et 4,9. Décembre 2024, lancement d'Aurore. Fin 2026, arrivée d'Aurore à Rochebrune. C'est une décision, pas un mystère, et certainement pas un triomphe, pas encore. Maintenant, la question ouverte. Un facteur bêta de 2 à 5, pour un amas meuble de gravats. Qu'en sera-t-il pour un monolithe? Selon certains calculs, la valeur de bêta pourrait être plus proche de 1, voire inférieure. Si c'est le cas, un impacteur cinétique de même masse et de même vitesse produira un effet 3 à 5 fois moindre. Cela signifie que, pour un monolithe, il faudra soit davantage de sondes, soit des sondes plus lourdes, soit une autre méthode. La déviation nucléaire, une explosion à proximité de la surface, non au contact, fonctionne autrement. Elle ne nécessite pas de connaître bêta. Mais les traités internationaux limitent les armes nucléaires dans l'espace. Éclat a montré que le principe fonctionne. Pour les amas meubles, avec un délai d'alerte suffisant, et avec un observateur capable de mesurer bêta. Si le prochain astéroïde menaçant se révèle être un monolithe, arrivant depuis une zone aveugle, dans quelle mesure notre calcul changera-t-il? Aurore n'a pas encore répondu. Tant que le télescope infrarouge spécialisé n'aura pas achevé le catalogue, la réponse manquera. Dans la prochaine vidéo, le télescope Belver. 3 ans de travail dans l'espace. Ce qui a réellement changé en astrophysique, une liste concrète avec les sources.